14 octobre 1943, à 25 000 pieds au-dessus de l'Allemagne, le staff sergent Michael Romano est recroquevillé dans l'étroite tourelle arrière de son B-17, les mains agrippant 2 mitrailleuses de calibre .50, plus lourdes que lui. À travers la petite vitre en plexiglas, il observe un Focke-Wulf 190 se placer pour une passe d'attaque 6 heures bas, l'angle le plus vulnérable du bombardier. Romano plisse les yeux derrière son viseur. À anneau et guidon ce système primitif, 2 simples repères, métalliques à aligner. Sur la cible ne corrige ni la vitesse, ni la déflexion, n'offre aucune aide, alors que les 2 appareils se croisent dans le ciel, à des vitesses de rapprochement dépassant 500 mph. Ils tirent. Les traceurs dessinent une arche inoffensive derrière le chasseur en piqué. Les canons du FW-190 crachent, des obus de 20 mm lacèrent l'aluminium comme du papier. Cette scène se répète 291 fois. Aujourd'hui, au cours du second raid, sur Schweinfurt, la 8e Air Force envoie 291 B-17 Flying Fortress au cœur de l'Allemagne, sans escorte de chasseurs. À la nuit tombée, 60 bombardiers, plus de 20% de la force engagée, auront été abattus, et 138 autres rentreront si endommagés qu'ils ne revoleront jamais. 600 aviateurs américains sont morts. La mathématique est implacable et intenable. À ce rythme, aucun équipage de bombardiers ne survivra statistiquement aux 25 missions exigées. L'analyse d'après-mission révèle une vérité sombre. Les mitrailleurs arrière censés être la dernière ligne de défense contre l'angle d'attaque préféré des Allemands n'atteignent que des taux de touche inférieurs à 8%. Il suffit aux pilotes de chasse d'attaquer par l'arrière, d'endurer quelques secondes de riposte imprécise, puis de démanteler méthodiquement, forteresse après forteresse, la campagne de bombardement stratégique américaine à milliards de dollars. Des commandants supérieurs se réunissent au QG de la 8e Air Force, à High Wycombe, en Angleterre. L'armement défensif censé faire du B-17 une forteresse volante a échoué de manière catastrophique, et sans solution, le bombardement de jours de précision, le cœur même de la doctrine, risque l'abandon pur et simple. Ce que ses chefs ignorent, c'est qu'au même moment, sur un parking froid, à la base de Bassingbourn, un mitrailleur arrière de 22 ans, à peine diplômé du secondaire, esquisse dans son carnet une conception qui viole plusieurs règlements de l'armée de l'air. Un dessin que des ingénieurs en armement qualifieront de mécaniquement impossible. Un dispositif qui triplera la précision des tirs arrière et sauvera des milliers de vies américaines, l'histoire d'une innovation qu'on tenta d'interdire et d'un mitrailleur qui refusa de s'arrêter. Pour comprendre pourquoi l'innovation de Romano fut si révolutionnaire, il faut d'abord saisir l'impasse à laquelle font face les mitrailleurs, arrière en 1943. Le B-17 Flying Fortress entre en guerre avec une philosophie défensive empruntée à la marine, saturer l'espace de feu croisé avec une profusion de mitrailleuses théorie, selon laquelle la bataille de volume protège l'avion, une cuirassée volante, vantée par la propagande, mais dont la réalité s'avère brutalement différente. Le staff sergent Michael Romano rejoint la base de Bassingbourn, en Angleterre, en août 1943, comme remplaçant à la queue du 85th Bomb Group. Ancien ouvrier d'usines de Pittsburgh, sans diplôme universitaire, ni formation d'ingénieur, à peine 19 ans, à l'engagement, il reçoit 6 semaines d'instruction pour dégager des enrayages estimés, les distances, et prier pour que ses balles touchent. Son poste, assigné la tourelle arrière, est à peine plus grande qu'un cercueil, agenouillé sur une selle de vélo, les pieds calés dans la structure. Il lutte avec 2 Browning M2
de 84 livres dans un champ de tir exigu monté sur un simple étrier. Son dispositif de visée se réduit à un anneau et un guidon comme sur un fusil de pionnier. Pour atteindre un chasseur en piqué, Romano doit estimer la vitesse relative de la cible, calculer l'angle de déflexion, viser devant, compenser la chute des balles, exécuter le tout avec des gants épais par 40 degrés Celsius et tirer avant que les canons ennemis au quadruple de portée ne transforment son poste en mitraille. Les meilleurs tireurs des écoles de tir aérien en temps de paix, dans des conditions contrôlées, dépassent à peine 12% de coups au but. En combat sous stress, en manque d'oxygène et sous le feu, les taux réels s'effondrent à 6-8%. La Luftwaffe identifie immédiatement cette faille et tout au long de 1943, ses tactiques évoluent attaquer 6 heures à l'horizontale ou par-dessous accepter 15-20 secondes d'un feu arrière, imprécis à moins de 200 yards, puis délivrer des rafales dévastatrices de 200 mm. Les comptes rendus allemands décrivent les postes arrière des B-17 comme marginalement dangereux, précision insuffisante pour dissuader les attaques. 17 août 1943. Premier raid sur Schweinfurt, 60 bombardiers perdus. 8 octobre 1943, raid sur Brême, 30 perdus. Date octobre 1943, raid sur Münster, encore 30 perdus. La 8e Air Force saigne plus vite que les usines ne remplacent à Washington. Le général Henry Happ, Arnold, commandant des Army Air Forces, lit les bilans et doute de la viabilité du bombardement de jour. Les ingénieurs proposent plus de canons plus gros calibre tourelles motorisés. Le centre de modification, Cheyenne, de Boeing, conçoit une tourelle arrière, améliorée. Mais l'échéance file en 1944. Des prototypes existent, mais leur installation exige de déposer toute la queue, mois d'atelier. Impossible sur des avions déjà en Angleterre. Et pendant ce temps, des hommes meurent. Michael Romano effectue sa première mission le 19 août 1943 vers l'aérodrome de Gilze-Rijen, Pays-Bas. Il tire 480 coups sur 3 FW-186. Attaquant croit avoir touché, mais l'examen ultérieur des films de tir révèle que chaque traceur est passé inoffensivement derrière les cibles, tandis que les chasseurs abattaient 2 bombardiers de sa formation. Après sa 3e mission, Romano reste sur l'aire de stationnement, fixant ses armes. Ses mains tremblent, non de peur, mais d'épuisement physique, à force de manœuvrer à genoux et en altitude 2 pièces de 84 livres sous feu soutenu. Cette nuit-là, il esquisse son premier concept. Le problème ne vient pas de la mitrailleuse, comprend-il, ni même du support. Le véritable obstacle, c'est que les mitrailleurs arrière tirent à l'aveugle poursuivant des cibles qu'ils ne peuvent de suivre correctement, visant des points dans l'espace qu'ils ne peuvent prévoir avec précision. Ce qu'il lui faut, c'est quelque chose que l'armée de l'air ne lui a pas donné un moyen de voir où iront réellement ses balles avant de presser la détente. Il lui faut un viseur à réflexion, mais la tourelle arrière est si exiguë que l'installation d'un viseur standard est impossible à moins de contourner les règles. Le staff sergent Michael Romano ne possède strictement aucune qualification en ingénierie d'armement. Né à Pittsburgh, Pennsylvanie, en 1924, il quitte le lycée à 16 ans pour travailler dans les aciéries pendant la maladie de son père. Il fait fonctionner les hauts fourneaux, répare les machines et apprend la métallurgie pratique par essai et erreur plutôt que dans les livres. Lorsque les États-Unis entrent en guerre, il s'engage dans l'armée de l'air pour échapper au travail d'usine. L'armée l'affecte à l'école de tir aérien, non pour une aptitude démontrée, mais parce qu'il est assez petit pour entrer dans la queue d'un avion 1 Melexerim 70 pour 66 kL, capable de se glisser là où les recrues plus grandes ne passent pas. Il suit sa formation de base à Harlingen au Texas
n'obtenant que des résultats moyens aux qualifications de tir. Ses instructeurs notent une bonne discipline de détente et un entretien satisfaisant de ses armes, rien d'exceptionnel. Il reçoit ses ailes d'argent et rejoint un équipage de B-17 comme pièce interchangeable dans la gigantesque mécanique de la 8e Air Force. Mais Romano possède un trait que son dossier d'instruction ne révèle pas, il ne supporte pas les systèmes inefficaces. Après sa 5e mission, le 4 octobre 1943, au-dessus de Francfort, sa frustration atteint un point de rupture. Le bombardier rentre avec 78 trous d'éclat et les stigmates de 2 attaques de chasseurs. Romano a tiré 620 coups. Il n'a rien touché. Son meilleur ami mitrailleur arrière sur un B-17 voisin est mort lorsqu'un Bf-109 a attaqué plein arrière et les tirs de couverture de Romano n'ont rien changé. Cette nuit-là, Romano se rend seul vers le revêtement bétonné, lampe d'entretien et carnet en main. Il grimpe dans la queue de l'appareil, encore imprégné de cordite et de fluide hydraulique, et fixe longuement son viseur à anneau et guidon. L'illumination ne vient pas comme une révélation dramatique, mais comme une simple observation. Il remarque son propre reflet dans la verrière bombée de plexiglas. Dans ce miroir déformé, il peut voir derrière la queue, sous des angles que le viseur métallique ne couvre jamais. Il se met à dessiner frénétiquement, et s'il montait de petits miroirs à des angles stratégiques, lui donnant une vision périphérique au-delà du champ limité du viseur, et s'il les orientait pour montrer les trajectoires de ses traceurs, lui permettant de corriger son tir en observant les reflets, plutôt qu'en plissant les yeux derrière une mire inadaptée. Puis vient le saut crucial, et s'il combinait ces miroirs avec un simple viseur à réflexion, une plaque de verre gravée d'un réticule de visée, positionnée pour suivre la cible, tout en voyant en périphérie les trajectoires de ses balles. Ce n'est pas un viseur calculateur, gyroscopique, comme sur les chasseurs, mais un assemblage de surfaces réfléchissantes et de repères improvisés. Pourtant, cela pourrait fonctionner. Romano passe 3 heures à dessiner, mesurer les angles, calculer les lignes de visée à l'aide d'un rapporteur de charpentier, récupéré à l'atelier. À l'aube, il dispose de plans détaillés d'un système de visée à miroir, assisté ne nécessitant ni alimentation électrique, ni modification complexe, ni retour en usine. Il a aussi un problème, sa conception viole l'ordre technique ZO 120 EG2 de l'armée de l'air, interdisant toute modification non autorisée de l'armement défensif. L'installation sans approbation pourrait valoir la cour martiale. Romano décide qu'il s'en moque. Il trouve un complice inattendu dans l'atelier de tôlerie de la base, le Technical Sergeant Frank Kellerman, mécanicien aéronautique de 38 ans, originaire de Detroit ancien, du Civilian Conservation Corps pendant la dépression, habitué à réparer avec les moyens du bord. Lorsque Romano l'aborde le 7 octobre avec ses croquis et une demande de fabrication officieuse, Kellerman examine les plans moins de 5 minutes. « C'est illégal », dit-il sèchement. Romano hoche la tête. « Oui, sergent. Tu me demandes de modifier un armement défensif sans approbation technique, ce qui viole environ 6 règlements. » « Oui, sergent. » Kellerman relève les yeux. « Quand repars-tu ? » ?»« Demain, Münster. » « Alors il va falloir faire vite. » Il commence après minuit, dans un coin du hangar, utilisant des matériaux de récupération que Kellerman a discrètement mis de côté, pièces d'avion réformées, miroirs courbes, provenant d'instruments de navigation endommagés, plaques de plexiglas, issues de verrières brisées, supports en aluminium découpés sur des cellules hors d'usage. Le viseur à réflexion, élément clé,
provient d'un P-47 Thunderbolt accidenté. Kellerman démonte l'ensemble optique intact conçu pour un montage avant et réusine les fixations pour l'adapter à la position étriquée du mitrailleur arrière. Le système de miroir se révèle plus ardu. Romano veut 3 petits miroirs convexes, placés à des angles donnant une vision périphérique de ses trajectoires, sans masquer la vue frontale. Kellerman fabrique des supports réglables en aluminium articulé sur rotule, prélevés des commandes d'aileron. Il travailla toute la nuit à tester les angles peaufinés. À 04h30, Kellerman installe l'ensemble terminé dans le B-17G Knockout Dropper de Romano, tandis que la ligne de vol dort. L'installation est sommaire, les supports fixés par boulons standard, les miroirs maintenus par fil de sécurité, le viseur soudé sur le cadre des canons, de quoi faire frémir les ingénieurs de Boeing. Aucune mention de cette modification n'apparaît dans le carnet d'entretien de l'avion. Au briefing de l'aube, Romano ne dit rien de son nouveau viseur. Son pilote, le lieutenant James Holbrook, n'inspecte pas la section arrière avant le décollage. Le commandant de groupe n'est pas au courant. L'officier d'armement de l'escadron non plus. Il décolle pour Münster à 07h30. Au-dessus de l'Allemagne à 10h15, un Bf-109 amorce sa passe d'attaque 6 heures bas, en approche rapide. Romano pivote, ses armes plissent les yeux à travers le nouveau viseur à réflexion. Le réticule lumineux flotte dans son champ de vision, superposé à la cible. Dans sa vision périphérique, les miroirs indiquent l'alignement de ses canons retour visuel instantané sur la direction réelle de son tir. Il tire une rafale de 3 secondes. Le motif des traceurs visibles dans les miroirs lui montre qu'il tire trop en arrière. Il corrige devançant le chasseur de la largeur du réticule, tire à nouveau. Cette fois, les traceurs et la cible se rejoignent. Le moteur du Bf-109 explose. L'appareil se retourne sur le dos et s'écrase en spirale vers la terre, traînant une fumée noire. Romano fixe ses mitrailleuses, puis les miroirs, puis le ciel vide où volait l'ennemi quelques secondes plus tôt. « Nom de » murmure-t-il dans son masque à oxygène. « Ça marche. » Romano atterrit à 13h40 avec une victoire confirmée la première. La célébration dure 20 minutes. À 14h, lors de l'inspection d'après-vol, le chef d'équipe Master Sergeant Donald Pierce découvre les modifications non autorisées. Il en réfère aussitôt à l'officier d'armement de l'escadron, le capitaine Richard Voss, qui arrive sur l'air clipboard à la main et colère contenue dans la voix. « Sergent Romano, dit-il d'un ton tranchant, auriez-vous l'amabilité d'expliquer l'équipement non autorisé installé à votre poste ?» Romano se met au garde à vous. « Monsieur, j'ai installé un système de visée amélioré. »« Vous avez installé quoi ?» Voss hausse la voix. « Avez-vous la moindre idée des règlements que vous avez violés ?» L'ordre technique 0 en vent, EG2, interdit formellement toute modification non autorisée d'un armement défensif. Ce n'est pas un hot rod dans votre jardin, sergent. C'est un avion de combat. Une modification non approuvée peut compromettre la structure, provoquer un incendie, interférer avec d'autres systèmes. Monsieur, le système fonctionne. J'ai abattu. Je me fiche que vous ayez abattu toute la Luftwaffe Voss, pointe un doigt vers la queue. Cet équipement n'est pas standard, armée de l'air pas approuvée par Boeing, pas testé. Retirez-le immédiatement, ou je vous fais passer en cour martiale pour destruction de matériel gouvernemental. Le pilote, lieutenant Holbrook, s'avance. Capitaine, mon mitrailleur arrière, a obtenu sa première victoire aujourd'hui grâce à ce viseur. Peut-être devrions-nous... Votre opinion est notée, lieutenant le coupe Voss. La modification sera retirée. C'est un ordre.
La nouvelle se répand dans le 81st Bomb Group comme une traînée de poudre. Aux messes du soir, tous les mitrailleurs connaissent l'histoire du viseur miroir, illégal de Romano et de son premier kill. Les opinions se divisent, des vétérans se rassemblent autour de sa table, bombardant de questions, faciles à installer, champ de vision. Les miroirs résistent-ils au vent, relatifs à 200 mm pictures, tandis que les officiers d'armement et les techniciens supérieurs réagissent avec consternation. Le capitaine Theodore Morrison, assistant de l'officier d'armement du groupe, convoque une réunion d'urgence le 11 octobre. 14 officiers présents. L'atmosphère est tendue. « Messieurs, commence Morrison, nous avons un problème de discipline. Un sergent a modifié un armement en utilisant des pièces de récupération d'origine inconnue. Cela crée un précédent dangereux. Si chaque engagé décide de reconcevoir son arme selon son goût. » « Avec tout le respect, monsieur, c'est absurde », l'interrompt le major William Calhoun, officier des opérations. Romano a abattu un chasseur ennemi grâce à ce système. Nos mitrailleurs arrière ont 8% de taux de touche. Si sa modification améliore ne serait-ce qu'un peu grince Morrison. Major, nous n'avons aucune donnée, aucun test. Une réussite ne valide rien. Alors testons-la, réplique Calhoun. Faites revoler Romano demain avec le système installé. Les caméras de tir fourniront des preuves objectives. Si ça ne marche pas, on démonte. Si ça marche, peut-être devrions-nous l'adopter, plutôt que de punir celui qui l'a inventé. La dispute s'enflamme. Les ingénieurs invoquent la sécurité, les officiers de combat évoquent les pertes. Le débat vire à la cacophonie. À 20 heures, le différend parvient au colonel Stanley Ray, commandant du 81st Bomb Group, ancien pilote de bombardier de la Première Guerre mondiale, 53 ans. Officier chevronné réputé pour sa discipline tempérée de pragmatisme. Ray écoute les deux camps pendant 1h30 sans interrompre. Enfin, il parle. Combien de bombardiers avons-nous perdus la semaine dernière? Silence. Capitaine Morrison, je vous ai posé une question. 17, monsieur. 17 B-17 de notre groupe. Et combien de chasseurs, nos mitrailleurs arrière, ont-ils abattus? 3, monsieur. Ray hoche lentement la tête. 17 bombardiers 680. Garçons américains pour 3 chasseurs allemands. Capitaine, vos inquiétudes concernant les modifications non autorisées sont notées. Vos arguments sur la réglementation sont valables. Mais je suis plus préoccupé par la perte de 17 fichus avions chaque semaine, parce que notre armement défensif ne fonctionne pas. Il se tourne vers Romano Sergent, votre modification reste sur votre appareil. Vous volerez les 3 prochaines missions avec des caméras de tir enregistrant chaque engagement. Si votre précision s'améliore de manière mesurable, nous autoriserons l'installation pour tout le groupe. Sinon, nous retirerons l'équipement et vous serez sanctionné pour modification non autorisée. Compris? Oui, monsieur, répond Romano en saluant. Ray se lève. Messieurs, la séance est levée. Et que quelqu'un me procure ces foutus plans de miroir. 12 octobre 1943. Brême. Romano effectue sa 4e mission de combat avec le système modifié et des caméras filmant chaque instant. La 8e Air Force déploie 236 B-17 contre les chantiers de sous-marins. Les escadrilles de la Luftwaffe lèvent 250 intercepteurs. À 11h23, au-dessus des côtes allemandes, les attaques commencent. Un FW-190 plonge depuis 7 heures haut. Romano le suit à travers le viseur à réflexion. Le réticule illuminé lui donne instantanément le point de visée. Sa vision périphérique capte les images dans les miroirs montrant l'alignement des tubes de ses mitrailleuses. Il lâche une rafale de 4 secondes, rectifiant en temps réel quand les reflets des traceurs lui révèlent la trajectoire de ses balles. L'aile du FW-190 jaillit en flammes.
Le chasseur se retire en traînant de la fumée. À 11h47, un Bemph 109 arrive à 6h, à l'horizontale, le profil d'attaque classique par l'arrière. Romano centre le réticule, vérifie les retours des miroirs et ouvre le feu. La verrière du 109 éclate. L'appareil se renverse et plonge en s'éloignant. Les films des caméras de tir enregistrent les deux engagements en détail. Romano rentre à Bassingbourn avec 2 victoires confirmées et une probable ayant consommé 380 cartouches, au total 690 coups par victoire. Une amélioration spectaculaire comparée aux 2800 coups par victoire, typique des mitrailleurs arrière conventionnels. L'état-major technique passe les films en revue. Le capitaine Morrison observe les motifs des traceurs et le suivi des cibles. Même lui ne peut contester les preuves. La combinaison miroir plus, viseur à réflexion, permet une correction de tir en temps réel impossible avec un anneau et un guidon. D'accord, concède Morrison, ça marche. Mais il faudra des plans d'ingénierie corrects, des composants standardisés et des procédures d'installation avant d'autoriser un déploiement à l'échelle du groupe. Combien de temps ? Demande le colonel Ray. 6 semaines minimum. Il faudra coordonner avec le QG de la 8e Air Force, soumettre des propositions de modification. Or, nous n'avons pas 6 semaines. Ray se tourne vers le Technical Sergeant. Kellerman, combien de systèmes peux-tu fabriquer par jour avec les matériaux disponibles, avec l'aide de l'atelier de tôlerie? Kellerman estime environ 4 ensembles complets par jour, si l'on récupère des viseurs à réflexion sur des chasseurs endommagés et que l'on fabrique ici les supports de miroirs. Je veux que chaque mitrailleur arrière de ce groupe soit équipé dans les 2 semaines. Morrison proteste, monsieur sans autorisation de la 8e Air Force. Capitaine, je m'occupe de la 8e Air Force. Vous occupez-vous des spécifications d'ingénierie, dispersion. S'ensuit une opération de fabrication improvisée qui ferait hurler les bureaucrates des achats militaires. Kellerman et son équipe de mécanos pilaient la base pour récupérer composants et matières. Viseurs à réflexion sur P-47, hors d'usage, miroirs d'instruments de navigation, endommagés, stock d'aluminium des entrepôts, et montent une chaîne dans le hangar de maintenance, produisant 4 systèmes par jour. Le 20 octobre 18, B-17 du 81st Bomb Group porte la modification de Romano. Les résultats sont immédiats et spectaculaires. Le 20 octobre, lors de la mission Duran, les mitrailleurs, dotés du viseur miroir, enregistrent 11 victoires, confirmées, contre 47 attaques, soit un taux de réussite de 23, 4 pour ruine, presque le triple de la moyenne antérieure. Le 3 novembre, lors de la mission Wilhelmshaven, 16 victoires confirmées sur 68 attaques, 23, 5%. Le 5 novembre, lors de l'incursion de Gale, 13 victoires, 21, 8%. L'impact mathématique transforme la survivabilité des bombardiers, des pilotes de la Luftwaffe, habitués à attaquer les B-17 par l'arrière, en toute impunité, se heurtent désormais à un feu défensif précis et soutenu. Les rapports d'après-action allemands notent l'efficacité accrue des armes arrière américaines et recommandant de revoir les tactiques d'approche. Le major Hans Joachim Jabs, as de la nuit, temporairement affecté aux opérations diurnes, écrit dans son journal « Les forteresses volantes sont devenues nettement plus dangereuses. Leurs mitrailleurs arrière démontrent désormais une précision observée seulement auparavant sur des tourelles motorisées. Les attaques depuis le quadrant arrière représentent un risque inacceptable. La nouvelle parvient au QG de la 8e Air Force à High Wycombe. Le 18 novembre, le brigadier général Frederick Castle, commandant de la 4e Wing de bombardement, arrive à Bassingbourn sans prévenir
Il inspecte personnellement la position arrière de Romano, visionne les films et l'interroge pendant 30 minutes. « Sergent, comment saviez-vous que cela fonctionnerait ?» demande Castle. Romano hausse les épaules. « Je ne savais pas, monsieur, les viseurs anciens ne marchaient. Pas alors j'ai pensé que toute autre chose serait une amélioration. » Castle rit la première fois que quelqu'un rit de cette affaire, depuis des mois, et examine l'assemblage testant l'amplitude de mouvement. Cela peut être fabriqué en dépôt, conclut-il. Kellerman a désormais des plans d'ingénierie. Les composants sont majoritairement récupérés, mais on pourrait approvisionner des pièces correctes si nécessaire. Castle hoche la tête. J'autorise la mise en œuvre immédiate sur toute la 4e wing. Chaque Buddy Cest recevra cette modification sous 30 jours. Il regarde Romano. « Sergent, vous avez probablement sauvé plus de vies américaines que vous ne le saurez jamais. » En décembre 1943, le système de visée à miroir de Romano, officiellement désigné Field Expedient Tailgun Aiming System Type IM, est installé sur plus de 200 B-17 à travers plusieurs groupes de bombardement. Les études d'ingénierie formelle de la commission de la 8e Air Force et le centre Cheyenne de Boeing, déjà en train de développer la tourelle Cheyenne améliorée, intègrent les principes du viseur réflecteur de Romano dans leur conception. La tourelle de production Cheyenne, qui commence à équiper les B-17G en janvier 1944, comporte un viseur réflecteur N8 placé presque exactement là où le viseur de P-47 récupéré se trouvait dans l'installation improvisée de Romano. L'effet sur les taux de survie des équipages est mesurable et significatif pour les groupes équipés de systèmes améliorés de visée arrière. Les pertes dues aux attaques arrière diminuent d'environ 35% entre octobre 1943 et mars 1944, soit des dizaines d'appareils et des centaines de vies sauvées grâce à une modification qu'un capitaine ingénieur avait initialement qualifiée d'illégale et dangereuse. Romano poursuit les missions de combat jusqu'en février 1944. Son palmarès personnel atteint 7 victoires confirmées et 4 probables exceptionnelles pour un mitrailleur arrière. Mais plus importante encore, son innovation se diffuse à travers la 8e Air Force, puis la 15e en Italie, influençant à terme les modifications d'armement défensif sur les B-24 Liberator. Le 22 février 1944, lors de la Big Week, l'effort maximal contre les usines aéronautiques allemandes, le bombardier de Romano subit de lourds dégâts de DCA au-dessus de Leipzig. Malgré les fuites d'huile hydraulique et de carburant dans la queue, il continue de riposter aux chasseurs. L'appareil finit par s'écraser en Belgique. L'équipage survit. Romano passe les derniers mois de la guerre dans un camp de prisonniers allemands. Michael Romano rentre aux États-Unis en mai 1945, ne pesant plus que 127 livres, soit 8 kilos de moins qu'à son enrôlement. Les Army Air Forces lui décernent la Distinguished Flying Cross pour réalisations extraordinaires en vol et mentionnent sa contribution novatrice à l'efficacité de l'armement défensif, tout en omettant soigneusement de préciser que son invention fut à l'origine illégale. Romano ne cherche jamais la publicité. Il refuse poliment les interviews des revues militaires. Lorsque des ingénieurs de Boeing l'invitent à Seattle pour discuter du développement de la tourelle Cheyenne, il répond simplement « J'ai seulement fabriqué ce dont j'avais besoin pour survivre. D'autres en ont fait quelque chose d'officiel. » Il retourne à Pittsburgh, épouse son amour de jeunesse et travaille comme machiniste pendant 37 ans. Il parle rarement de la guerre. Ses enfants ne savent que 2 choses. Leur père a volé sur des bombardiers et réparé des viseurs. Pourtant, l'héritage de son système improvisé de miroirs
et de viseur à réflexion s'étend bien au-delà de sa modestie personnelle. La tourelle arrière de production du B-17G Cheyenne, intégrant les principes de visée que Romano a pionnièrement introduits, devient l'équipement standard de toutes les Flying Fortress de la fin de guerre. Boeing produit 8680 B-17G entre août 1943 et avril 1945, la grande majorité équipée de systèmes de visée dérivés directement de la modification de campagne de Romano. L'efficacité accrue du tir arrière force la Luftwaffe à abandonner sa tactique d'attaque 6 heures bas. Les chasseurs allemands passent à des attaques frontales, plus dangereuses pour eux, mais nécessaires pour éviter les nouvelles défenses arrière. Ce changement tactique contribue à l'augmentation des pertes de chasseurs allemands tout au long de 1944. L'analyse d'après-guerre menée par la US Strategic Bombing Survey en quantifie l'impact les groupes de B-17 dotés de systèmes de visée arrière améliorés subissent 32 à 37% de pertes en moins lors des attaques arrière comparées aux modèles précédents sur des milliers de missions. Ce pourcentage représente environ 840 avions et 8400 aviateurs qui survivent à des combats où ils n'auraient statistiquement pas dû. Les principes inaugurés par Romano combinant viseur à réflexion vision périphérique et retour visuel instantané influenceront la conception postérieure de l'armement défensif. Les systèmes modernes comme ceux du B-52 Stratofortress emploient des viseurs calculateurs sophistiqués, mais le concept fondamental reste le même, offrir au tireur la vision la plus claire possible de la direction de ses armes et du mouvement de sa cible. En 1983, l'association du Cavanagh First Bomb Group organise une réunion à Bassingbourn, devenu site historique. Plusieurs mitrailleurs arrière ayant volé avec le système de Romano y participent. L'un d'eux, Gerald Hammond, apporte un support de miroir qu'il a conservé 40 ans. Devant Romano, désormais sexagénaire, cheveux gris, grand-père tranquille, il déclare simplement « Grâce à vous et à ces miroirs, je suis rentré. Mes enfants existent parce que vous n'avez pas accepté des viseurs minables. Merci. » Gene Romano hausse les épaules et répond « Vous auriez fait la même chose. On voulait juste survivre assez longtemps pour rentrer. » Mais c'est là qu'ils se trompent des milliers de mitrailleurs. Arrière ont affronté les mêmes viseurs inadéquats, les mêmes angles impossibles, les mêmes taux de perte terrifiants. Un seul refusa le statu quo. Un seul osa braver les règlements, eut l'ingéniosité d'improviser une solution et le courage de risquer la cour martiale pour sauver des vies. Michael Romano meurt en 2003 à 69 ans. Sa nécrologie dans le Pittsburgh Post-Gazette mentionne en une ligne « Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, 8e Air Force ». Rien sur les milliers de vies qu'il a sauvées avec des miroirs et des pièces d'avion récupérées. Rien sur le fait que sa modification illégale devint standard. Rien sur ce jeune ouvrier de Pittsburgh de 22 ans qui, tandis que généraux et ingénieurs débattèrent de protocoles et de règlements, résolut un problème qu'eux ne pouvaient pas résoudre, car les meilleures innovations ne naissent pas de l'attente d'une permission. Elles viennent de ceux qui refusent de regarder les autres mourir en attendant une approbation. La leçon de Romano demeure parfois le plus grand acte de courage, n'est pas d'obéir aux ordres, mais de savoir quand les règles comptent moins que les vies.